Mes parents ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de m'acheter un manteau d'hiver et, une semaine plus tard, ils ont acheté des vestes assorties pour leur vraie famille. Ma belle-mère a ri et a dit, « Essaie de ne pas geler, ma chérie. » Je suis resté silencieux. Des mois plus tard, ils avaient besoin d'un endroit où rester. J'ai dit, « Il fait froid dehors, n'est-ce pas ?» Et puis mon père, je fis une pause. « Je pensais juste que tu comprendrais peut-être, » a dit mon père au téléphone. Sa voix était fine. Fatigué. J'ai fait une pause. Compris quoi? Que les gens traversent des moments difficiles. Ces mots me faisaient l'impression que la neige frappait ma peau. Doux au début, puis fondant dans un froid qui s'installe en profondeur. J'ai regardé par la fenêtre le ciel gris dehors. Les flocons de neige tombaient déjà. Tu te souviens de l'hiver où j'avais 15 ans? Il resta silencieux. Peu importe, dis-je. J'espère que tu comprends les choses. J'ai raccroché. Quand j'avais 15 ans, j'ai demandé à mon père si nous pouvions aller acheter un nouveau manteau. Mon ancien était trop serré et la fermeture éclair ne fonctionnait plus. Il soupira, se frotta l'arête du nez et dit quelque chose sur le manque d'argent. J'ai hoché la tête parce que j'étais habitué à la déception. Je n'ai pas pleuré en quittant la pièce. Je n'ai pas pleuré quand j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus le lendemain matin, portant un sweat à capuche et 3 épaisseurs en dessous. Je n'ai pas pleuré quand mes doigts me brûlaient à cause du vent. Pleurer n'a jamais rien aidé dans cette maison. Une semaine plus tard, je suis rentré de l'école et j'ai entendu des rires dans le salon. Ce n'était pas un son joyeux. C'était aigu et exclusif, le genre de rire qui dit « Tu ne fais pas partie de ça ». Je suis entré et je les ai vus, ma belle-mère Mara et ses 2 filles, Annika et Brie. Tous les 3 portaient des vestes neuves et brillantes, du genre qui étaient bouffantes et semblaient assez chaudes pour dormir. Les étiquettes étaient toujours sur les manches. Ils étaient de couleur prune assortis à des capuches doublées de fourrure. Mon père se tenait sur le pas de la porte, tenant une tasse et souriant. Il ressemblait à une vraie famille. Mara s'est tournée vers moi. « Essaie de ne pas geler, chérie. » Ce n'est pas ce qu'elle a dit, c'était comme ça qu'elle le disait. La fausse préoccupation. La petite boucle sur sa lèvre qui disait qu'elle aimait me regarder tressaillir. Je n'ai rien dit. Je suis monté à l'étage, j'ai fermé la porte, je me suis assis sur le lit et j'ai regardé le mur. J'avais alors appris qu'il était plus sûr de rester silencieux. Mara a emménagé avec nous quelques mois seulement après la finalisation du divorce. Au début, je pensais qu'elle était simplement dépassée. Essayer de mélanger 2 familles n'est jamais facile, n'est-ce pas? Mais avec le temps, je l'ai vu clairement. Elle ne voulait pas d'une famille recomposée. Elle voulait la sienne et je n'en faisais pas partie. Elle n'a jamais crié. Elle n'a jamais frappé. C'était pire que ça. Elle m'a laissé volontairement à l'écart. J'ai oublié de me dire quand le dîner était prêt. J'ai jeté les restes avant de rentrer de l'école. M'a exclu des sorties en famille et a donné l'impression que c'était moi qui ne voulais pas y aller. Je découvrais les sorties en patin à glace grâce aux photos sur le réfrigérateur. Et mon père? Il a juste regardé. Quand je lui ai demandé une fois, juste une fois, pourquoi il l'avait laissé me traiter ainsi, il a marmonné quelque chose sur le maintien de la paix. J'ai compris ce que cela signifiait. Cela signifiait que j'étais jetable, tant qu'elle restait heureuse. Cet hiver-là a été rude. Le nord de l'État de New York ne se soucie pas de vos sentiments. Le froid vous transperce. J'ai superposé des pulls et des sweats à capuche et j'ai essayé de ne pas frissonner trop visiblement. Une enseignante de l'école, Madame Gentry, a fini par le remarquer et m'a offert son vieux manteau de chez elle. Je lui ai dit que mon père allait en avoir un la semaine prochaine. Il ne l'était pas. Elle a quand même apporté le manteau. Je l'ai accepté en silence. Je me souviens encore à quel point c'était chaud, à quel point cette chaleur était étrangère, comme quelque chose que je ne méritais pas. J'ai trouvé un travail dès que j'ai pu. Les week-ends dans un restaurant de Grèce, où les camionneurs m'appelaient gamin et me donnaient des singles froissés. J'ai tout sauvegardé. Je ne suis pas allé au bal. Je n'ai pas acheté d'annuaire. Chaque dollar allait dans une boîte à chaussures. Mon seul plan était de m'enfuir. À 18 ans, j'étais sorti. SUNY Albany m'a donné une bourse partielle. Je travaillais la nuit, étudiais le jour et ignorais tous les appels de chez moi. Ils ont arrêté d'essayer au bout d'un moment, et honnêtement, ça me convenait. J'étais habitué au froid. Au fil des années, j'ai construit quelque chose.
Une vie. Un appartement calme. Un diplôme. Un emploi stable et un support à la facturation pour un groupe de santé. Finalement, j'ai rencontré quelqu'un, Jonah. Il était calme et réfléchi, rien à voir avec mon père. Il ne disait pas grand-chose, mais quand il le disait, c'était important. Nous avons emménagé ensemble dans une maison de 2 chambres juste à l'extérieur de Troyes. C'était le genre d'endroit qui sentait la peinture fraîche et la lessive. C'était comme une sécurité. Puis un matin de novembre, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Quand j'ai finalement écouté, c'était mon père. Il a dit qu'ils avaient été expulsés. Mara avait perdu son emploi. Il avait été opéré et ne pouvait plus travailler. Il vivait dans un motel près d'Amsterdam mais manquait d'argent. Il avait l'air épuisé, effrayé. Il a dit qu'il ne savait pas où aller. Il m'a demandé s'il pouvait rester avec moi quelques semaines seulement. J'ai écouté le message 3 fois. Je n'ai pas répondu pendant 2 jours. Quand j'ai finalement appelé, il a décroché dès la première sonnerie. Il était trop impatient, sa voix se brisait d'optimisme forcé. « J'apprécie vraiment que vous rappeliez », a-t-il déclaré. « Je pensais juste que tu comprendrais peut-être. Nous sommes dans une situation difficile. J'ai regardé par la fenêtre les premières neiges de la saison. Il fait froid dehors, n'est-ce pas ? J'ai dit. Il n'a rien dit. Je laisse le silence s'étirer avant de demander, tu te souviens quand j'ai demandé un manteau d'hiver ? Il y eut une pause. C'était il y a longtemps, Nora. Pas pour moi, dis-je. Il n'a pas discuté. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas assez d'argent et tu as ensuite acheté des vestes assorties pour Mara et ses filles. Tu m'as regardé aller à l'école avec un sweat à capuche pendant qu'elle posait dans la neige. Il soupira. J'essayais de faire en sorte que les choses fonctionnent. Je n'y suis pas toujours parvenu. J'ai avalé une vague de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Non, tu ne l'as pas fait. Il y avait un long espace vide sur la ligne. Alors je suis désolé. Je l'ai cru. C'était la partie la plus étrange. Je l'ai vraiment fait. Mais le croire ne signifiait pas que je devais ouvrir ma porte. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. C'était vrai. Non pas parce que je ne connaissais pas ma réponse, mais parce que j'avais besoin de m'asseoir avec son poids pour m'accorder pleinement l'espace nécessaire pour considérer l'enfant que j'étais et la femme que j'étais devenue. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Jonah. Il connaissait des morceaux de l'histoire, mais pas les détails. Pas à propos du manteau. Pas à propos de la façon dont Mara m'avait rendu invisible dans ma propre maison. Pas de la complicité tranquille que mon père offrait en échange du calme domestique. Il écoutait comme il le faisait toujours, patiemment, sans interruption. Sa main n'a pas quitté la mienne une seule fois. Alors il a dit gentiment quand j'ai fini, « Tu les veux ici ?» C'était la question la plus simple et la plus difficile. Je ne le fais pas, dis-je. Pas parce que je veux me venger, mais parce que j'ai construit quelque chose de réel ici, quelque chose de sûr. Je ne peux pas risquer cela pour des gens qui s'en foutent quand j'étais enfant. Vous ne devez d'explication à personne, a-t-il déclaré. Surtout pas eux. Je savais qu'il avait raison. Mais je ne parvenais toujours pas à me débarrasser de la culpabilité. Cette honte familière est lancinante que, d'une manière ou d'une autre, même maintenant, j'étais égoïste. Je laisse passer encore quelques jours. La neige s'est accumulée dehors. J'ai fait du pain aux bananes. Je n'ai pas mangé. Nettoyer les plaintes. Je me suis assis dans mon bureau en faisant semblant de travailler. Puis une lettre est arrivée. Cachet de la poste d'Amsterdam. L'enveloppe était rose et sentait légèrement le parfum bon marché. Mara. Je l'ai ouvert sur le porche comme si j'avais peur de ce qui pourrait en sortir. C'était court, pas plus de 3 paragraphes. Elle a dit qu'elle était choquée et blessée que j'ignore une urgence familiale. Elle a dit que ce n'était pas de sa faute si l'argent était serré à l'époque et que je choisissais l'amertume plutôt que la compassion. Elle a écrit que je devenais une femme froide et dure, tout comme ta mère. J'ai plié la lettre lentement, j'ai pressé les plis avec mes pouces et je l'ai glissé dans l'enveloppe. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais même pas en colère. Ce que je ressentais, c'était de la fatigue. Fatigué de devoir materner les adultes qui m'avaient laissé tomber. Fatigué de prétendre que le pardon était dû simplement parce que les années avaient passé. 3 jours plus tard, une deuxième lettre arriva. Même adresse de retour,
mais cette fois, c'était l'écriture de mon père sur l'enveloppe. Je le savais avant de l'ouvrir. La façon dont il a écrit mon nom, des lettres simples, en gros caractères, sans fioriture. Celui-ci était différent. Il n'a rien demandé. Il n'a pas mentionné Mara. Il n'a pas essayé de me culpabiliser ou de déformer l'histoire. Il a simplement dit qu'il était désolé. Désolé pour ce qu'il n'a pas vu. Pour ce qu'il a choisi de ne pas voir. Pour ne pas intervenir. Pour avoir choisi la paix plutôt que la protection. Je pensais que je faisais de mon mieux, a-t-il écrit. Mais je comprends maintenant que faire de son mieux signifie protéger son enfant, même si cela coûte. Il a terminé la lettre par « Je n'attends rien de vous. Je veux juste que vous sachiez que je vois tout maintenant et que j'aurais aimé faire mieux. » Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois, et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, je me suis laissé pleurer. Ce n'était pas un cri sanglotant et dramatique. C'était calme, d'où une libération. Je ne l'ai pas rappelé. Pas encore. Mais pour la première fois depuis des années, je sentais le froid lâcher son emprise. Quelques semaines se sont écoulées. Les vacances sont arrivées. La sœur de Jonah nous a invités à passer Noël avec leur famille à Saratoga Springs. C'était chaleureux, chaotique, rempli d'ornements dépareillés, de jeux de société et de cousins bruyants. J'ai apporté une bouteille de vin, Jonas a fait ses fameuses pommes de terre. Ils m'ont serré dans leurs bras comme si j'étais là chaque année. Cette nuit-là, allongé à côté de lui sous des draps de flanelle, je lui ai parlé de la lettre. « Pensez-vous qu'il le pensait » demanda-t-il doucement. « Je pense qu'il l'a fait, dis-je. Mais cela ne veut pas dire que je dois le laisser rentrer. » Il hocha la tête. J'avais juste besoin de l'entendre pour savoir que je n'imaginais pas tout. Tu ne l'étais pas. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Un nouveau message vocal. Nora, c'est encore papa. Je voulais juste te remercier d'avoir lu la lettre, si tu l'as fait. Nous sommes en train de comprendre les choses. J'ai reçu de l'aide de l'église. Je reste dans un refuge pour le moment. Mara n'est pas heureuse, mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, je sais que tu es occupé. Je voulais juste te dire que je t'aime. Je ne savais pas quoi faire avec ça, je t'aime. C'était comme un caillou dans ma poitrine. Pas exactement douloureux, juste présent. Je n'ai pas non plus retourné cet appel. Je ne l'ai pas bloqué, mais je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis retourné au travail après les vacances. La vie a repris. Jonah et moi avons commencé à parler d'avoir un chien. J'ai repris la pâtisserie, cette fois en mangeant du pain. Je faisais de longues promenades seul, parfois dans la neige, emmitouflé dans l'épais manteau de laine que je m'étais acheté. Chaque fois que je la fermais, je pensais à cet autre hiver, à une petite fille à 2 manches fines qui regardait une femme rire dans sa toute nouvelle veste. J'ai pensé au chemin parcouru par cette fille et au fait que parfois, se protéger signifie refuser d'ouvrir la porte, même lorsque quelqu'un se trouve dans le froid. Le reste de l'hiver s'est écoulé sans un autre mot de mon père. Pas de lettre, pas d'appel. Le silence n'a pas fait autant de mal que je m'y attendais. Cela ressemblait plus à un silence que l'on remarque lorsqu'une machine s'arrête de fonctionner après avoir bourdonné en arrière-plan pendant des années. C'était paisible, mais mon esprit s'égarait parfois. Pas exactement par culpabilité, plutôt par curiosité. Vous vous demandez ce que cela signifiait de recevoir de véritables excuses de la part de quelqu'un qui, autrefois, s'est retiré et vous a vu être exclu de votre propre vie. Vous vous demandez ce que cela signifierait de l'accepter ou de le rejeter ou simplement de le laisser là sans réponse. Le printemps a apporté de petits changements. J'ai recommencé à courir, quelques pâtés de maison à la fois, pendant les matins froids. Jonah et moi avons planté des bulbes le long du jardin. Mon travail a repris. J'ai été invité à rejoindre une cohorte de dirigeants dans mon entreprise et j'ai accepté. La vie avançait régulièrement, comme je le voulais. Puis un après-midi, alors que j'étais en appel Zoom, mon téléphone s'est allumé. Jonah répondit depuis le salon. 1 minute plus tard, il passa la tête et dit « C'est ton père ». J'ai cligné des yeux, levé un doigt, terminé l'appel comme d'habitude, souri, remercié mon collègue, cliqué sur « Terminer », puis je suis resté assis là, regardant l'écran de sortie de la réunion. Je n'ai pas rappelé ce jour-là ni le lendemain. 2 jours plus tard, il a rappelé, laissant un autre message vocal. « Et Nora, je sais que ça fait un moment. Je n'allais pas rappeler, mais je pensais que tu devrais le savoir.
Nous quittons le refuge. J'ai un petit logement subventionné à l'extérieur de Johntown. C'est petit, mais c'est quelque chose. Je commence le PT la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, je sais que les choses ne sont pas simples entre nous. Je voulais juste te faire savoir que tout va bien. C'était tout. Aucune pression, aucune mention de Mara, aucune demande d'aide. Je l'ai écouté 3 fois avant de le supprimer. Pas parce que j'étais en colère, juste parce que je ne savais pas ce que j'étais censé en faire. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. C'était au marché fermier du centre-ville de Troyes. J'étais au stand de miel, en train de parler aux vendeurs de fleurs sauvages et de trèfles quand quelqu'un derrière moi a dit « Nora ». Je me suis retourné et j'ai vu une femme avec une tresse argentée et des yeux chaleureux. Madame Gentry. Il m'a fallu une seconde pour la placer. Elle avait vieilli davantage, rides autour de la bouche, silhouette plus mince, mais elle avait toujours la même énergie calme, la même voix douce. Madame Gentry ? Ai-je demandé, presque en riant. Elle sourit largement et me prit dans ses bras. Tu as l'air si bien, dit-elle. Tellement grandi. Nous nous sommes rattrapés un moment, debout, des sacs de cannabis à la main, entourés par le parfum des tomates et du basilic. Je lui ai dit que j'habitais à proximité, que je travaillais dans le domaine de la santé et que j'avais un partenaire. J'ai toujours espéré que tu sortirais de cette maison, dit-elle doucement. Tu méritais bien plus que la façon dont ils t'ont traité. J'ai hoché la tête. Ma gorge se bloqua un peu, mais je gardai une voix ferme. Je suis sorti. Je suis fier de toi, dit-elle. Je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà dit ça, mais je le suis. Elle l'a dit avec une telle certitude que j'ai senti les larmes monter avant de pouvoir les arrêter. Merci, murmurai-je. Nous nous sommes à nouveau embrassés, et juste comme ça, elle a disparu, disparaissant dans la foule comme un doux fantôme de mon enfance. Ce n'était pas un grand moment, mais cela a ouvert quelque chose en moi. Quelque chose de vieux et de calme que j'avais enfermé pendant des années. Cette nuit-là, je me suis assis avec Jonah sur le porche. Nous partagions une bouteille de vin, les guirlandes lumineuses bourdonnaient au-dessus de nous, du soft jazz jouait depuis la fenêtre ouverte. J'ai vu Madame Gentry aujourd'hui, dis-je. Il sourit. Vous en avez déjà parlé, n'est-ce pas? La dame au manteau? J'ai ri. Ouais, la dame au manteau. Elle a toujours été gentille avec toi. Elle m'a sauvé d'une manière que personne d'autre n'a remarqué. Nous sommes restés silencieux pendant un moment, sirotant une gorgée, regardant la soirée s'installer. Puis Jonah a demandé, « Penses-tu que tu parleras encore un jour à ton père ?» J'ai haussé les épaules. Peut-être. Je ne sais pas. Il n'a pas insisté. Mais si je le fais, dis-je lentement, ce sera selon mes conditions. Pas de Mara, pas de culpabilité. Juste 2 personnes qui comprennent qu'on n'a pas toujours une seconde chance, et parfois on n'en veut même pas. Certains changements se sont glissés comme une lente expiration. Les tulipes que nous avons plantées ont fleuri, roses, oranges, striées de blanc. Le chien dont nous avions parlé est devenu une réalité, un chien de sauvetage nommé Penny, qui aboyait après les écureuils et mâchait toutes les pantoufles qu'elle pouvait trouver. Nous avons construit une petite vie autour de ce chaos, du genre qui semblait simple et complet. Mais ensuite, en juillet, j'ai reçu une autre lettre. Celui-ci était différent. Ce n'était pas de Mara. Ce n'était pas de mon père. C'était de Brie. Son écriture était petite, nette et soignée. Cela a commencé par « Vous ne voulez probablement pas avoir de mes nouvelles. Et je ne vous en voudrais pas. » J'ai failli arrêter de lire là. Mais j'ai continué. Elle a écrit qu'elle avait 12 ans cet hiver-là avec les manteaux, qu'elle n'avait pas réalisé à ce moment-là ce qui se passait réellement, qu'elle pensait que je ne l'aimais tout simplement pas, que j'avais tout le temps froid et en colère. J'y ai beaucoup réfléchi au fil des années, a-t-elle écrit, et je sais maintenant que tu essayais juste de survivre. Elle a dit que Mara était également devenue une mère difficile pour elle. Que Anna ne lui avait pas parlé depuis des années, que leur parfaite petite famille s'était effondrée bien avant l'expulsion. Je suppose que je voulais juste dire que je suis désolé, a-t-elle écrit. J'aurais aimé le savoir à ce moment-là. J'aurais aimé que quelqu'un te défende. J'espère que tu vas bien. J'ai plié la lettre et je suis resté longtemps assis dessus. Brie n'avait jamais été cruelle, juste inconsciente, juste une enfant dans une maison toxique. Je ne savais pas si je répondrais. Peut-être un jour, mais pour l'instant,
j'ai rangé la lettre dans le même tiroir où je gardais les excuses de mon père. Pas par dépit, par paix. La lettre de Brie a suscité en moi quelque chose d'inattendu. Ni de l'amertume, ni de la tristesse, juste une sorte de validation étrange, la preuve que je n'avais pas tout inventé dans ma tête, que la solitude que j'avais portée si longtemps avait été réelle et visible, même pour ceux qui ne l'avaient pas bien comprise à l'époque. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Mais je ne l'ai pas jeté non plus. Quelques semaines plus tard, Jonah et moi organisions un petit repas. Quelques voisins, quelques amis du travail. Penny faisait sa tournée habituelle, mendiant des restes comme si elle n'avait pas été nourrie depuis des semaines. C'était un après-midi chaud de fin août et le ciel était d'un bleu doux qui rendait tout plus facile. C'est à ce moment-là que j'ai reçu le texte. Papa. Mara est partie. Elle a pris la voiture. Elle a laissé un mot. Je suis seul. Je l'ai montré à Jonah, qui a haussé un sourcil. Tu t'attendais à ça, il a demandé. Honnêtement, dis-je, je suis surpris que cela lui ait pris autant de temps. Il sourit, puis se tourna vers le grill, comme si on venait de lui dire que quelqu'un avait oublié d'apporter du ketchup. Non pas que l'homme qui m'avait élevé et qui m'avait laissé tomber était désormais officiellement seul. Je n'ai pas répondu au texte. Encore une fois, pas par cruauté, juste par paix et clarté. Je n'avais aucune envie d'être celui sur qui il s'appuyait maintenant qu'il n'avait personne d'autre. Ce chapitre était clos, mais cela ne voulait pas dire que je n'allais pas bien. Cet automne-là, Jonah et moi faisions quelques rénovations mineures à la maison. Nous avons embauché un entrepreneur local ou une petite équipe. C'étaient des gens bien, fiables, respectueux, le genre d'ouvriers qui ne me dénigraient pas lorsque je leur posais des questions sur les poutres ou les tuiles. Un après-midi, l'un des gars a mentionné d'emblée qu'il venait de terminer un gros travail à Johntown, un projet de logements sociaux, un nouveau complexe d'appartements subventionné par le gouvernement. Il a déclaré, surtout des personnes âgées et des personnes handicapées. Rien d'extraordinaire, mais c'est propre. J'ai haussé un sourcil. Est-ce que c'est à côté de la route 30? Il hocha la tête. Je savais exactement où c'était. Quelques semaines plus tard, alors que j'étais assis devant mon ordinateur en sirotant un thé, l'idée m'est venue. Cela a commencé comme une blague, quelque chose de petit, même mesquin, mais ensuite cela a pris de l'ampleur. J'ai créé une collecte de fonds sur l'une de ces plateformes participatives. Je l'ai intitulée « Winter Warm Project » et je l'ai décrit comme une initiative visant à fournir des manteaux et des fournitures divers de qualité aux familles en difficulté et aux personnes dans le besoin, en ciblant spécifiquement le nord de l'État de New York. Je l'ai rendu personnel. J'ai raconté l'histoire de l'hiver où j'ai demandé un manteau et on m'a répondu « non », seulement pour voir ma belle-mère et ses filles montrer des manteaux assortis une semaine plus tard. J'ai dit aux gens que je savais ce que signifiait être négligé, mis de côté dans sa propre maison. Je n'ai pas cité de nom, je n'ai pas appelé directement mon père ou Mara, mais la vérité était inscrite dans chaque ligne. Je me suis associé à un refuge local pour femmes et à une organisation à but non lucratif pour enfants. Chaque don servirait directement à l'achat de manteaux, de bottes et de vêtements chauds pour les enfants placés en famille d'accueil ou vivant dans des refuges. Et puis je l'ai lancé. Au début, l'argent arrivait au compte-gouttes, $10 par-ci, $20 par-là. Puis quelqu'un sur Twitter l'a récupéré. Un journaliste local a tendu la main. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. À la mi-novembre, nous avions récolté plus de $14 000. Nous avons utilisé une partie des fonds pour acheter des manteaux auprès d'une petite entreprise de Glens Falls, une entreprise appartenant à des femmes qui les fabriquaient en grande quantité pour les refuges. Nous avons livré plus de 200 manteaux ce mois-là seulement. Et je me suis assuré d'envoyer le tout premier dépôt au nouveau complexe résidentiel de Johntown. Boîte après boîte, chacune marquée « Winter Warm Project », remise au coordonnateur du bureau des ressources communautaires. Je n'y suis pas allé en personne, mais je n'en avais pas besoin. Je savais. Jonah et moi avons célébré cette soirée avec des plats à emporter et du champagne. J'espère qu'il verra les cartons, a-t-il déclaré. J'espère qu'il se souvient de m'avoir dit non, répondis-je, et ensuite d'avoir regardé quelqu'un d'autre me rire au nez. Il ne s'agissait pas de cruauté. Je ne lui voulais pas de mal, mais je voulais qu'il voie ce que j'avais fait non pas malgré lui, mais sans lui. Que j'avais pris le froid dans lequel j'avais grandi et l'avais transformé en chaleur pour quelqu'un d'autre. Que j'étais devenu la femme dont j'avais besoin à l'époque. Une semaine avant Noël, j'ai reçu une carte par la poste. Juste une simple carte, pas de paillettes, pas d'autocollants, pas de longues excuses.
Juste une courte note d'une écriture familière. J'ai vu les cartons. Je l'ai su tout de suite. Vous avez construit quelque chose de beau. Tu as toujours mérité mieux. Je suis désolé. Papa. J'ai regardé la carte pendant un long moment. Puis je l'ai posée sur la table et je suis entré dans la cuisine, où Jonah remuait quelque chose sur la cuisinière. Il m'a regardé. Ça va? J'ai hoché la tête. Ouais, je pense que oui. Nous avons dîné. Nous avons regardé un film. Penny se blottit entre nous, ronflant doucement. Dehors, la neige avait recommencé. Doux et silencieux, couvrant tout ce qui est en vue. Cette fois, j'avais chaud. Et je n'étais pas seul.